Donc, métamorphose de fuite, littérature et photographie. Alors, le titre de cette conférence, Métamorphose de fuite, je l'ai emprunté à Canetti, chez qui la métamorphose en général est un concept central. Canetti voyait dans le don de métamorphose, dans la capacité de métamorphose, l'aspect le plus spécifique et le plus mystérieux de l'humain, comme il l'écrit en 1976, dans Le métier de poète. Le rôle du poète, dit Canetti, c'est d'être le gardien des métamorphoses. En faisant sien, je cite toujours Canetti, en faisant sien l'héritage littéraire de l'humanité tel qu'il est consigné, par exemple, dans les Métamorphoses d'Ovide ou dans l'Odyssée d'Homère. Par ce don de métamorphose, Canetti n'entend pas seulement la métamorphose effective, enfin effective sur le plan de la fiction, par exemple mythologique, la métamorphose d'un humain en autre chose, animal ou créature hybride, plante ou pierre. Il faut entendre le terme dans un sens plus large, métaphorique, qui inclut une sorte de métamorphose intérieure qui permet de se projeter dans d'autres êtres, de se transformer par l'imagination en quelqu'un d'autre ou en autre chose, et ainsi d'avoir accès à l'expérience d'autrui, à d'autres vies. C'est la métamorphose qui permet, dit Canetti, de garder ouverts les accès entre les hommes. Ils devraient être en mesure de devenir n'importe qui, y compris le plus petit, le plus naïf, le plus impuissant. Leur désir de faire l'expérience d'autrui de l'intérieur ne devrait jamais être déterminé par des fins particulières. Il devrait être une passion en elle-même, la passion justement de la métamorphose. La métamorphose entendue dans ce sens est donc parente de l'empathie, savoir se mettre dans la peau d'autrui. Et le poète, ou plutôt les poètes, ont, d'après Canetti, la responsabilité de continuer à exercer cette faculté que Canetti voit menacée par l'utilitarisme, la raison instrumentale, l'impératif de productivité, qui incite à traiter les êtres comme des outils, comme des objets. La métamorphose, au contraire, est du côté de ce que Italo Calvino appelait, à propos des métamorphoses d'Ovide, la contiguïté universelle, la proximité de toute chose, de l'humain et du non-humain, de l'humain et du monde animal, végétal, minéral. Et plus généralement, la faculté de métamorphose, telle que la pense Canetti, parce qu'elle est une capacité d'être en mouvement, de se déplacer, de se transformer, est une forme de résistance à ce qui pétrifie, à ce qui réifie, à ce qui vous assigne une place et vous interdit d'en bouger. Bref, c'est une résistance au pouvoir, à l'autorité, à l'emprise. La métamorphose est donc du côté du mouvement et de la vie, elle est du côté de la fluidité et de la solidarité entre les êtres, elle s'oppose à la pétrification des identités, des frontières et des hiérarchies auxquelles elle permet d'échapper, de se dérober, et c'est donc de là que vient l'idée de métamorphose de fuite et le concept de métamorphose de fuite que Canetti évoque dans son grand livre théorique, philosophique, anthropologique, Masse et puissance, paru en 1960, où il consacre un chapitre à la métamorphose et un sous-chapitre à ce qu'il appelle donc la métamorphose de fuite, c'est-à-dire les métamorphoses qui sont fréquentes dans les contes et les mythes du monde entier, qui ont pour but d'échapper à un ennemi. Ces métamorphoses de fuite sont donc un cas particulier de la métamorphose, et du point de vue du rapport au pouvoir, c'est la métamorphose par excellence. Il cite par exemple l'exemple d'un conte géorgien dans lequel un maître, qui est le diable lui-même, a enfermé son élève magicien, qui alors lui échappe en se transformant en souris. Du coup, le maître essaye d'attraper la souris en se transformant en chat. Du coup, la souris se transforme en poisson et saute dans l'eau, etc., etc. Et par ailleurs, dans ce sous-chapitre que vous voyez ici en jaune, sur les métamorphoses de fuite, le sous-titre est « Hystérie, manie et mélancolie ». L'hystérie et la manie sont pour Canetti des tentatives de métamorphose de fuite. Il interprète la fameuse grande crise hystérique comme une violente métamorphose de fuite par laquelle le sujet, donc le sujet féminin, cherche à se dégager de l'emprise physique du pouvoir autoritaire qui la contraint. Et la mélancolie, au contraire, commence, selon Canetti, je cite, « quand les métamorphoses de fuite sont arrivées à leur terme et qu'on les ressent toutes comme vaines ».
Dans la mélancolie, on est ce qui est rattrapé et saisi. On ne peut plus échapper, on ne se métamorphose plus. Tout ce qu'on a essayé a été vain, on s'est résigné à son destin et on se conçoit comme une proie. On retrouve donc dans les symptômes psychiques la polarité entre métamorphose, notamment métamorphose de fuite, et pétrification. Mais quel rapport avec la photographie, quel rapport avec photographie et littérature? Alors il se trouve qu'une des métaphores classiques, on pourrait même dire un lieu commun de la photographie, c'est que la photographie est pétrification. L'appareil photographique a souvent été perçu comme une sorte de méduse. Je montre ici le livre de Bernd Stiegler sur les images de la photographie, où il cite toutes sortes de métaphores de la photographie. Donc la photographie comme une méduse dont le regard, ou la caméra, l'appareil photographique, comme une méduse dont le regard pétrifie le sujet regardé, le capture et le fige pour toujours, en fait une statue, en fait un fossile, une dépouille de lui-même. D'où d'ailleurs la formule « le petit oiseau va sortir », qui d'après Edgar Morin, qui est cité par Stiegler, n'est pas seulement destiné aux enfants pour qu'ils regardent la caméra ou sourient à la caméra, mais serait une sorte d'exorcisme face à l'acte photographique, en suggérant que si le corps y est capturé et transformé donc en une image sans vie, un cadavre, l'âme, le petit oiseau vivant, serait capable d'en échapper. Donc la photographie serait plutôt du côté de la pétrification, arrêt sur image, immobilisation, cristallisation, temps arrêté, instant suspendu, et la littérature plutôt du côté de la métamorphose, déploiement dans le temps de personnages en mouvement que l'on voit évoluer et donc se métamorphoser, se transformer. Mais c'est évidemment plus compliqué que ça, c'est pas à vous que je vais dire. Et c'est l'un des enjeux des œuvres littéraires qui intègrent la photographie, que ce soit comme motif, comme métaphore et ou comme dispositif formel, c'est-à-dire par l'insertion de photographie dans le texte. Et c'est ce que je voudrais montrer et mettre en évidence, dans un premier temps, en partant du grand livre de Roland Barthes, du grand classique La chambre claire, note sur la photographie, et de son concept de punctum, puis en montrant comment l'écrivain allemand W.G. Sebald s'est inspiré de ses réflexions de Barthes dans ses œuvres de fiction, dans lesquelles sont toujours insérées des photographies, c'est une de ses marques de fabrique. Et enfin, je voudrais parler du premier roman de Judith Shalansky, qui est une écrivaine née en Allemagne de l'Est en 1980. Donc son premier roman, c'est Le bleu ne te va pas, roman de matelot, paru en 2008 en Allemagne et traduit récemment en octobre dernier en français par Lucie Lamy. Voilà. Dans ce roman, donc, Shalansky rend diversement hommage à Sebald, et notamment elle s'inspire de sa pratique d'insérer des photographies dans le texte, des photographies noires et blancs non légendées. Donc le dispositif formel est le même, est semblable, mais l'effet est tout différent, puisque les photographies n'incarnent pas chez Shalansky, comme souvent chez Sebald, la pétrification mélancolique, mais au contraire le désir de métamorphose. Car ce roman de matelot est avant tout l'histoire d'une petite fille qui rêve de devenir matelote et qui, devenue adulte, trouve dans la photographie l'allié de ce désir de métamorphose et plus spécifiquement de cette métamorphose de fuite. Donc je commence par Barthes. Dans La chambre claire, donc, Barthes réfléchit à l'effet que produit une photographie sur celui qui la regarde, et il fait cette distinction fondamentale, est devenue très célèbre, entre studium et punctum. Le studium désigne l'intérêt poli, superficiel, accompagné d'un affect moyen que le spectateur porte à une photographie, et le punctum, lui, serait ce qui, dans la photographie, je cite, « part de la scène comme une flèche et vient me percer ». Le punctum veut rendre justice à l'affect. Barthes écrit « L'affect était ce que je ne voulais pas réduire ». Et par l'affect, Barthes entend le désir et le deuil, le désir et le chagrin. Il écrit «
Un mot existe en latin pour désigner cette blessure, donc le mot c'est punctum, pour désigner cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu. Ce mot m'irait d'autant mieux qu'il renvoie aussi à l'idée de ponctuation et que les photos dont je parle sont en effet comme ponctuées, parfois même mouchetées de ces points sensibles. Précisément, ces marques, ces blessures sont des points. Ce second élément qui vient déranger le studium, je l'appellerai donc punctum, car punctum, c'est aussi piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure, et aussi coup de dé. Le punctum d'une photo, c'est ce hasard qui, en elle, me point, mais aussi me meurtrit, me poigne. Alors, le fait d'envisager cette puissance affective de la photographie comme une petite blessure faite par un objet pointu, qui est une chose qui ne va pas absolument de soi, n'est pas sans conséquence sur le développement théorique ultérieur de la chambre claire, notamment en termes d'amplitude affective du punctum, puisque le fait d'envisager la fulguration affective du punctum comme une blessure, une petite coupure, ça tend à replier le trésor affectif initial du désir et du chagrin du seul côté du chagrin et du deuil et de la douleur, au détriment de celui du désir. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, cette réflexion intervient chez Barthes dans une période de deuil après la mort de sa mère, dont il est beaucoup question dans la chambre claire, et chambre claire qui est d'ailleurs concomitante dans la rédaction de son journal de deuil à partir de la mort de sa mère. Mais il y a autre chose que Barthes, face à la photo du condamné à mort Louis Payne par le photographe Alexander Gardner, décrit comme une sorte d'implosion du temps. Donc Barthes écrit « La photo est belle, le garçon aussi, c'est le studium. Mais le punctum, c'est « il va mourir ». Je lis en même temps « cela sera et cela a été ». J'observe avec horreur un futur antérieur dont la mort est l'enjeu. Ce qui me point, c'est la découverte de cette équivalence. Devant la photo de ma mère enfant, je me dis « elle va mourir ». Je frémis, tel le psychotique de Winnicott, d'une catastrophe qui a déjà eu lieu. Que le sujet en soit déjà mort ou non, toute photographie est cette catastrophe. Le punctum de la photographie donc fait imploser le temps en un seul point immobile et douloureux. Et Barthes parle de un écrasement du temps. Cela est mort et cela va mourir à la fois. Et il parle aussi du vertige du temps écrasé. Or, cet écrasement du temps dans la photographie semble également paralyser chez Barthes le spectateur, le fixer sur la catastrophe, l'assigner à ce seul point sans fuite possible. Je cite encore Barthes, « La photographie est sans avenir, c'est là son pathétique, sa mélancolie. » Voici de nouveau la photo du jardin d'hiver. La photo du jardin d'hiver, c'est une photo de sa mère, enfant, dont il parle tout le temps dans la chambre claire, mais qu'il ne montre jamais. Donc voici de nouveau la photo du jardin d'hiver. Je suis seule devant elle, avec elle. La boucle est fermée, il n'y a pas d'issue. Je souffre, immobile. Carence stérile, cruelle. Je ne puis transformer mon chagrin, transformer. Je ne puis laisser dériver mon regard. Elle exclut, la photographie, toute purification, toute catharsis. Lorsqu'elle est douloureuse, rien en elle ne peut transformer le chagrin en deuil. Ou encore, dans la photographie, le temps est engorgé. Et Barthes parle d'une stase étrange, l'essence même d'un arrêt. Alors, je passe maintenant à Sebald. Sebald avait lu attentivement La Chambre claire, même s'il l'avait lu en traduction anglaise, et il semble avoir repris à son compte cette figure de pensée du punctum de Barthes. Dans le dernier récit des émigrants, il parle à un moment d'un paroxysme de douleur provoqué chez le personnage principal, chez un des personnages principaux, un peintre, Max Ferber. Il parle d'un paroxysme de douleur provoqué par une hernie discale
Et ce paroxysme de douleur est décrit comme un point qui fait imploser le temps et l'espace. Je cite Sebald, enfin le personnage dans le récit de Sebald. Tout ce que je savais à cet instant, et l'instant se dit en allemand Zeitpunkt, donc un point de temps, c'est que je ne devais pas bouger d'1 millimètre, que ma vie se réduisait à cet unique point non extensible de douleur extrême. Et le seul fait de respirer suffisait à me brouiller la vue. Ce point de douleur extrême, qui le maintient immobile pendant toute une nuit, dans une paralysie totale, une paralysie de douleur, lui fait prendre conscience en même temps d'une paralysie de douleur psychique qui était la sienne depuis qu'il avait été séparé de ses parents déportés. Or, la position penchée dans laquelle la douleur immobilise Max Ferber toute une nuit est associée à la photographie. Il dit « Cette position me remit en mémoire, traversant la fulgurance de ma douleur, une photographie que mon père avait faite de moi et qui me montre profondément penché sur mon pupitre, en train d'écrire. » C'est pas un hasard non plus. Donc l'association entre paralysie de douleur et photographie est d'autant plus caractéristique de la conception et de l'usage de la photographie par Sebald qu'il l'oppose implicitement à la peinture. En effet, quelques pages plus tôt, le peintre parle du flux de souvenirs, le flux étant vraiment le contraire du point, le flux de souvenirs qu'avait suscité en lui la contemplation des panneaux du retable d'Issenheim à Colmar. Donc, je vous les remontre là, mais ils ne sont pas dans le livre de Sebald. Les tableaux de Grunewald avaient, pour ainsi dire, rouvert le temps et remis la douleur en mouvement. Je cite, « La monstruosité de la souffrance qui, émanant des personnages représentés, recouvre la nature entière pour ensuite refluer des paysages éteints et pénétrer les figurations humaines de la mort, cette monstruosité se mettait à présent en mouvement, montant et descendant en moi exactement comme les oscillations des marées. » Dans le dernier livre d'Austerlitz, dans le dernier livre de Sebald, Austerlitz, qui porte sur une histoire semblable à celle du peintre des émigrants, on retrouve toute cette phénoménologie du punctum, par exemple au moment où le personnage principal, Austerlitz, qui est donc à la recherche de ses parents déportés, en particulier de sa mère, se retrouve face à une photographie de lui-même enfant, donc c'est la photographie qu'on voit en couverture, peu avant son départ pour l'Angleterre dans un convoi d'enfants. Je cite, « Toujours je me sentais, donc c'est Austerlitz qui parle, toujours je me sentais percé par le regard interrogateur du page, puisque le personnage est ici déguisé en un petit page de la reine. Je me sentais percé par le regard interrogateur du page venu réclamer son dû et qui, à présent, dans la grisaille du matin, sur ce champ vide, attendait que je relève le gant et conjure le malheur qui allait fondre sur lui. Ce soir-là, je n'ai pas eu la réaction que l'on aurait attendue. Je n'ai pas été ému ni bouleversé, dit Austerlitz, dit le narrateur, mais muet et stupide, incapable du moindre mouvement de pensée. Et quand plus tard je songeais aux pages de 5 ans, c'est une panique blanche qui s'emparait de moi et rien d'autre. Donc, comme Barthes dans La Chambre claire, Sebald associe à la photographie la mort, la paralysie, la pétrification, l'absence d'issue, et lui oppose la littérature et la peinture qui seules seraient à même de tracer ce qu'il appelle une ligne de pensée et de sentiment. C'est une expression, ligne de pensée et de sentiment, qu'il emploie à propos de son ami, le peintre et dessinateur Jan Peter Tripp, dont les œuvres sont connues précisément pour leur réalisme photographique. Et à propos de ces images de Tripp, Sebald écrit « La qualité intrinsèque d'un tableau de Tripp ne réside sans doute pas dans la similitude qui fait immanquablement l'admiration du spectateur avec la réalité ou son tirage photographique, mais dans les points de différence et de divergence, beaucoup moins évidents. Le matériau photographique dont ils partent, les tableaux donc, est soigneusement modifié, donc transformé, métamorphosé.
Sans ce genre d'invention, de décalage et de variation, la plus parfaite des réalisations serait dénuée de toute ligne de sentiment et de pensée. Donc on voit ici comment le point de douleur extrême devient un point de différence et de divergence, un point de départ pour une ligne de pensée et de sentiment qui pourrait bifurquer, qui pourrait s'écarter, sortir de la paralysie de douleur. Cette distinction entre point et ligne, donc entre pétrification et métamorphose, Sebald la prête assez schématiquement, il faut bien le dire, au médium, donc photo contre dessin, plutôt qu'à la qualité de l'image, quand il écrit par exemple que la description favorise la remémoration, das Eingedenken, tandis que la photographie favorise l'oubli. Les photographies sont les mémentos d'un monde en train de disparaître et en voie de destruction. Les images peintes et écrites ont une vie tournée vers l'avenir et s'entendent comme les documents d'une conscience qui tient à la persistance de la vie. L'enjeu est donc, selon Sebald, de rouvrir ce temps écrasé de la catastrophe qui a déjà eu lieu, pour citer Barthes, de rouvrir le temps qui avait implosé dans ce point de douleur extrême, d'ouvrir une ligne de fuite, d'ouvrir une issue. Et le terme de remémoration, Sebald le tient de Walter Benjamin. Ah, ça c'est un autre tableau de Tripp. Benjamin, qu'on voit à droite, chez qui ce terme de remémoration désigne la dimension critique et utopique de toute réflexion sur le passé, celle qui consiste à, et c'est une formule très célèbre de Benjamin, allumer dans le passé l'étincelle de l'espérance. Or, alors, il s'avère que l'immobilité de l'image, quel que soit son médium, peinture ou photographie, peut signifier la paralysie de douleur, comme elle peut signifier son contraire. Dans cet arrêt propre à l'image fixe, le temps peut imploser en un point paralysant, mais il peut aussi devenir un point de départ, révélateur d'une ligne de fuite. C'est précisément ce qu'évoque Walter Benjamin quand il décrit l'attitude fondamentale du théâtre épique de Brecht, que vous voyez donc à gauche. C'est une photo très célèbre où on les voit jouer aux échecs au moment où ils ont quitté l'Allemagne nazie. Ça se passe au Danemark, c'est l'exil danois, le début de l'exil. Benjamin évoque cela dans son commentaire sur le théâtre épique de Brecht, dont le but est de faire comprendre aux spectateurs que, je cite Benjamin, « les choses peuvent se passer ainsi, mais elles peuvent aussi se passer tout autrement ». Et pour cela, le procédé central du théâtre épique est l'interruption de l'action, et donc l'arrêt sur image, qui produit un effet de distanciation qui est censé susciter l'étonnement et la réflexion du spectateur. Et en effet, c'est justement l'interruption d'un déroulement prétendument irrésistible et fatal qui fait de l'instant arrêté le point de départ virtuel d'une bifurcation, d'une autre issue possible. Or, par ce procédé, justement, le théâtre, l'espace d'un instant, devient photographie. Ainsi, Brecht, dans sa mise en scène de la Mère Courage, laisse la mère se figer en un cri immobile à l'instant où son fils est exécuté en coulisses. Je cite ici Georges Didier Huberman qui écrit « Le cri immobile et muet de Mère Courage n'est pas moins signifiant qu'une clameur déchirante, il n'est pas moins pathétique et piétatique que le hurlement de Médée ou la protestation d'Antigone. Il est immobile, certes, il est muet, mais il se présente alors exactement comme un cri photographié ou statufié, c'est-à-dire comme un cri montré dans sa dialectique à l'arrêt. L'image entendue comme dialectique à l'arrêt, c'est un concept de Benjamin, c'est donc le contraire d'une fixation paralysante et d'une fixation paralysante et impuissante sur le malheur et la catastrophe. Il est censé activer le spectateur et le mettre en mouvement. Dans l'œuvre fictionnelle de Sebald, les choses sont également plus complexes que ce que pourraient laisser penser ces essais parfois un peu péremptoires, comme vous avez vu tout à l'heure sur le rapport entre littérature et photographie. Dans Vertige, le narrateur, qui se trouve à Padoue en Italie, contemple les fresques, là j'ai en version allemande originale,
À Padoue, en Italie, le narrateur contemple les fresques de la chapelle Scrovegni, les fresques de Giotto, et il dit « Ce qui m'étonnait le plus, c'était la plainte silencieuse que les anges, planant au-dessus du malheur infini, élèvent depuis presque 700 ans. 700 ans. On croyait entendre cette plainte retentir dans le silence de l'espace. » À cet endroit, où le texte suggère une plainte ininterrompue depuis des siècles, donc un cri presque intemporel, Sebald insère 3 photographies de ces anges de Giotto, de sorte que la fresque continue devient une sorte de cri photographié dont le découpage et le montage suggèrent en même temps qu'il s'agit de 3 prises successives du même ange. Et c'est donc un procédé qui crée l'impression d'un mouvement et qui du même coup dépasse la seule paralysie de douleur en rouvrant le temps et le mouvement. Cette question du cri éveille d'ailleurs une autre association théorique que je pense Barthes avait en tête aussi, une association avec le punctum de Barthes, et c'est le très célèbre essai de Lessing, donc là on est en 1766, Laocoon ou des limites respectives de la peinture et de la poésie, et Lessing aurait sûrement ajouté la photographie si elle avait déjà existé à cette époque. Lessing affirme ici que le cri, comme motif est à exclure des arts visuels, car il est un moment paroxystique qui est par principe transitoire et qui serait donc artificiel de prolonger indéfiniment en le fixant dans le marbre ou sur la toile. Et par ailleurs, le cri, dit-il dans le Laocoon, serait, je cite, en peinture une tache et en sculpture un creux, un trou qui serait du plus mauvais effet. Et donc là, ça fait penser à Barthes. Une tache, un trou, une petite blessure à la surface de l'œuvre, donc, autrement dit, un punctum. Barthes disait petit trou, petite tache, petite coupure. Donc là, ce que Lessing rejette absolument, Barthes le considère au contraire justement comme le centre d'intensité de l'image. Le punctum, dit Barthes, provoque une explosion, une petite étoile à la vitre du texte ou de la photo. Du coup, on dirait que le punctum, finalement, ne serait pas nécessairement un point sans extension, une implosion radicale du temps et de l'espace, une paralysie totale. Barthes le dit lui-même, je cite, « Si fulgurant qu'il soit, le punctum a, plus ou moins virtuellement, une force d'expansion. » Et il dit aussi, il y a une autre expansion du punctum, lorsque, paradoxe, tout en restant un détail, il emplit toute la photographie. Il s'avère que cette force d'expansion, c'est celle du désir, quand le punctum, lui, quand le punctum assimilé uniquement à un point, se confond avec la fixation du sujet sur la catastrophe qui a déjà eu lieu. À propos du... Ah, ça c'est le Laocoon, j'aurais dû le montrer tout à l'heure. À propos du double portrait de Phil Glass et Robert Wilson par Robert Mapplethorpe, Barthes écrit « Bob Wilson me retient, mais je n'arrive pas à dire pourquoi, c'est-à-dire où. Est-ce le regard, la peau, la position des mains, les chaussures de basket? L'effet est sûr, mais il est irrepérable. Il est coupant et atterrit cependant dans une zone vague de moi-même. Il est aigu et étouffé. Il crie en silence. C'est un éclair qui flotte. » Ces formules paradoxales, qui sont proches de ce que Sebald appelle le cri muet ou la plainte silencieuse des anges de Sebald, mais c'est proche aussi du vocabulaire de Goethe à propos de Laocoon. Ces formules disent que l'intensité ici n'est plus pensée seulement en termes d'acuité, de pointe, de blessure par un objet coupant, tranchant, perforant, de fixation sur un point, mais que l'intensité affective est ici pensée en termes de mouvement, de circulation de l'affect. Barthes écrit aussi que l'affect moyen du studium est, je cite, « traversé, fouetté, zébré par un détail ». Donc le punctum peut paradoxalement transformer le point en ligne de fuite. Barthes dit encore « Lorsqu'on définit la photo comme une image immobile, cela ne veut pas dire seulement que les personnages qu'elle représente ne bougent pas. Cela veut dire qu'ils ne sortent pas,
ils sont anesthésiés et fichés comme des papillons. Cependant, dès qu'il y a punctum, un champ aveugle se crée, se devine. Bob Wilson, doué d'un punctum irrepérable, j'ai envie de le rencontrer. Barthes commente aussi dans le même ordre d'idées cette photographie de la reine Victoria sur un cheval, dont les rênes sont tenues par un Écossais au cas où il prendrait au cheval l'envie de sortir du cadre, et c'est précisément ce désir-là que l'image en tant que telle est censée susciter. Je cite Barthes, « Le punctum fait fantasmatiquement sortir le personnage victorien, c'est le cas de le dire, de la photographie. Il pourvoit cette photo d'un champ aveugle. Le punctum, dit encore Barthes, est alors une sorte de hors-champ subtil, comme si l'image lançait le désir au-delà de ce qu'elle donne à voir. » Et on peut lire, du coup, différemment la définition du punctum comme « ce qui me point ». Car le verbe « poindre », si on regarde le dictionnaire historique de la langue française, le verbe « poindre », s'il signifie en effet d'abord provoquer une souffrance physique aiguë et au figuré blesser violemment, provoquer une souffrance morale, a aussi une autre acception que Barthes ne cite pas, mais qui va dans le sens inverse. Apparaître sous forme de pointe, pour un clocher dans un paysage, pour la barbe d'un jeune garçon, ou pour les blés dans un champ. Et par extension, dans un style littéraire, commencer à apparaître, pour le jour avant le lever du soleil, ou les étoiles à la tombée de la nuit. Et même en médecine, le terme de punctum saliens désigne l'apparition du cœur dans un embryon, repéré par ses premiers battements. Alors, j'arrive maintenant à Judith Szalański, chez qui cette polarité entre la fixation sur une catastrophe qui a déjà eu lieu et le mouvement qui porte vers un possible avenir, donc la polarité entre désastre et désir, est omniprésente. Et j'ai choisi aussi Szalański parce qu'elle est très inspirée de Sebald, notamment au début, et notamment dans son usage de la photographie. Dans ce premier roman, Le bleu ne te va pas, elle insère aussi dans le texte des photographies sans légende, noir et blanc, à la Sebald. Dans son livre « Inventaire de choses perdues », la description du malheur, pour citer un titre de Sebald, l'expression du deuil, des choses perdues, la conscience de la destruction, de la catastrophe, rappelle toujours aussi la possible bifurcation. Par exemple, elle décrit le combat mortel entre deux fauves dans une arène romaine qui prend tout d'un coup un autre chemin, quoique virtuel, qui serait une sorte de version animale de « faites l'amour, pas la guerre ». Je cite, « Une possibilité surgit comme un miracle, un regard vers l'avenir auquel personne n'avait pensé, une issue, une sortie hors de la trajectoire prévue, nouvelle et différente et qui ne veut rien savoir de la mort. » Dans l'inconstance de l'espèce, c'est la traduction française de, en allemand c'est le coup de la girafe, d'où la légère incertitude sur l'illustration de couverture, mais en effet aussi des autruches dans le livre. Donc dans l'inconstance de l'espèce, c'est le leitmotiv du fossile, qui est la figure par excellence de la pétrification, qui incarne la survivance malgré tout d'une force qui pourrait à tout moment se réveiller. Le fossile, comme dit Gaston Bachelard, est un être qui vit encore, endormi dans sa forme. Il est endormi et il pourrait à chaque instant se réveiller. Et on se souvient que le fossile est par ailleurs une métaphore classique de la photographie. Mais je voudrais me concentrer ici sur ce roman, ce premier roman de Judith Szalański, Le bleu ne te va pas, donc paru en 2008 et en français en 2025, où la photographie est centrale comme thème et comme dispositif. Donc c'est un roman qui alterne des passages sur l'enfance à l'époque de la RDA. Donc Szalański est né en 80 à Greifswald, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et ce roman alterne ces passages sur l'enfance d'une petite fille qui s'appelle Jenny, et en particulier sur ses séjours chez ses grands-parents à Usedom, l'île de la Baltique, frontalière de la Pologne, dont les eaux étaient aussi des frontières très, très surveillées, y compris depuis les plages, où on est rappelé à chaque instant, hein, ça apparaît dans le livre, quand on s'éloigne trop du bord. Donc ça, le roman alterne entre ces passages sur l'enfance et
les passages de la narratrice à la première personne, qui est, comme on le comprend, Jenny, devenue adulte, qui, de Riga à New York, en passant par Usedom, reprend le fil de diverses histoires qui font écho au rêve de liberté de l'enfant. Et ce rêve de liberté, c'est « quand je serai grande, je serai matelote ». Devenir matelote, c'est refuser l'enfermement et l'assignation, traverser les frontières d'État, mais aussi les frontières de genre, comme on le verra tout de suite. C'est un désir auquel la réponse ferme et définitive du grand-père de Jenny semble d'emblée barrer la route. Il lui dit « on dit matelot ». Et puis les filles ne deviennent pas matelots, les femmes à bord, ça porte malheur. Ça n'empêche pas la petite Jenny, de rêver à se devenir matelot, et ce rêve éveillé prend forme photographique. Je cite, « Elle se voyait sur le bateau, entourée de matelots chantants. Elle portait son costume bleu jusqu'à ce que les matelots lui passent une chemise bleue comme celle qu'ils avaient sur le dos. Les matelots se feraient prendre en photo avec elle et, sur les photos, elle se tiendrait au milieu, tout devant, au premier rang. Et si quelqu'un demandait ce que faisait une fille sur un bateau, le matelot dirait « Elle nous porte chance ». Devenir matelote, c'est aussi devenir véritablement le sujet central de la photo, y revendiquer sa place, en devenir l'héroïne, pas comme sur les photos faites par le grand-père, où elle figurait, je cite, toujours sur le côté, comme si elle venait tout juste de s'introduire par effraction dans la photo. Mais ce n'est d'abord que par l'imagination que la photographie exauce les vœux, malgré l'évocation répétée de son pouvoir magique. « Isn't it magic ?» s'exclame par exemple la photographe qui anime un stage de photo auquel la narratrice devenue adulte participe à New York des années après. Et c'est une magie que revendique aussi la formule citée dans le livre à plusieurs reprises, la formule de la publicité historique de Kodak en 1888, « You press the button, we do the rest ». Alors, les participants du stage sont, je cite, « armés de leurs appareils et ils passent la journée à remonter la 7e avenue jusqu'à Harlem. Ils ont atteint, écrit Shalansky, ils ont atteint leur cible à chaque coup, extorqué des détails en zoomant et attrapé des panoramas avec leurs trépieds. » Cette formulation, ils ont atteint leur cible à chaque coup, fait de l'acte photographique ainsi pratiqué une entreprise létale qui neutralise ou plus simplement qui tue son objet en le condamnant à n'être qu'une infinie répétition de lui-même, un cliché. Une pratique à laquelle la narratrice, elle, se dérobe puisqu'à la fin de la journée, elle n'a toujours pris aucune photo. Et lorsque soudain elle aperçoit de l'autre côté de la rue un matelot, elle ne le vise pas, elle ne le prend pas en photo, elle va à sa rencontre en se frayant un chemin à travers le champ de bataille. Je cite, « Je ne fais pas attention aux photos qui sont en train d'être prises. Je pousse les touristes pour passer et j'accours dans sa direction. » Mais lui ne la voit pas. Il serre dans ses bras un autre matelot et ils s'en vont tous les deux matelots, je cite, « en camarade, direction downtown ». La narratrice alors les suit à travers les rues de New York jusqu'à leur bateau et jusqu'à ce que les matelots l'arrêtent en disant finalement en très peu de mots la même chose que le grand-père, à savoir « Sorry, no girls ». Mais le désir de devenir matelote prend alors un autre chemin qui passe par l'archive photographique par laquelle la narratrice s'inscrit dans une généalogie choisie de matelots plus vrais que vrais, comme il est dit à plusieurs reprises, et ce par quoi il faut entendre des matelots d'art. À y regarder de plus près d'ailleurs, si le matelot de New York l'avait tant attiré, c'est qu'il lui rappelait une photographie de Claude Cahun, qui est un autoportrait en matelot de cet artiste proche des surréalistes, dont le nom de naissance était Lucie Schwab et dont Shalansky, 2 pages plus loin, insère cette autre photo, également en costume de matelot, costume de garçon, est-il précisé, où on voit sur la table un appareil photo et un livre dont il est dit chez Shalansky, un livre est ouvert sur la table, l'image de la femme, un livre illustré pour messieurs au regard connaisseur. Et en effet, si on cherche ce livre, alors c'est pas fait, mais j'ai cherché et j'ai trouvé le livre en question d'un certain Armand Daillot,
inspecteur des beaux-arts, qui en effet écrit dans l'introduction en toute candeur: ce livre est un livre d'art et un livre de beauté, sauf en des cas assez rares justifiés par le caractère historique de certaines figures. Nous nous sommes imposé la douce obligation de ne reproduire dans ce livre que de gracieux visages. Il qualifie son livre de gerbe de fleurs cueillies dans tous les jardins de l'art, qui vaut surtout par le riche ensemble de gracieuses images qu'il renferme et par le charme évocateur qui s'en dégage. C'est contre cette assignation à un idéal féminin aussi fantasmé que restrictif que Lucy Schwab se révolte, avec pour allié l'appareil photo. Je cite Shalansky, « Lucy, quant à elle, n'a pas besoin de parure. Elle quitte sa chambre de femme en emportant l'appareil photo, oublie son sexe, se donne un nouveau nom qui ne dévoile rien, Claude Cahun. Elle se rase intégralement la tête en guise de baptême. » Et à partir de là, tout est possible. À l'opposé de cette assignation réifiante, c'est une métamorphose sans fin. Donc là, je vous montre quelques photos juste pour montrer de quoi il s'agit, mais ces photos ne sont pas dans le livre de Shalansky, pas en tant que photos, mais elles sont décrites. Je cite, « Elle joue heureuse ses rôles préférés, roule des mécaniques, gèle ses traits, fixe l'appareil, démultiplie sa vie, ne se suffit jamais. L'haltérophile des fêtes foraines, la courtisane fardée aux lèvres brillantes, le pantin sans vie, le dandy avec sa pochette en soie, le matelot aux jambes écartées. » Ces expérimentations théâtrales sont comme validées par les photographies qui leur donnent une réalité. Je cite encore Shalansky, « Tout est possible dans son théâtre privé. Claude célèbre une nouvelle vie, une autre rive, un troisième sexe. Sous chacun des masques se trouve un autre masque. Elle n'arrête pas d'enlever tous ses visages. Elle éclate en applaudissements quand arrivent les tirages miniatures au format carte postale de son cortège de carnaval, monstrueux et beau. Elle se découpe, guide les ciseaux le long de son corps, détourne la tête chauve, se colle, recomposée sur une Marie-Louise noire. » Donc on voit qu'à l'opposé du catalogue des dames les plus gracieuses de l'histoire de l'art, c'est tout un atlas alternatif d'autoportraits que produit Claude Cahun, comme une gardienne des métamorphoses, comme dit Canetti, et que Judith Shalansky prolonge d'une autre manière dans son atlas photographique de l'être matelot, ou plutôt du devenir matelot, puisque son attention se porte surtout sur les enfants, alors là c'est l'enfant, le tsarevitch, devant en blanc, voilà, atlas photographique de l'être matelot, du devenir matelot. Ils sont plus vrais que des vrais matelots. Et ils incarnent le principe de « tout est possible » qui est un leitmotiv du roman. Et en effet, le seul costume de matelot a une indéniable dimension subversive et utopique. Je cite, « Cet uniforme ne connaît pas de grade. Il n'est soumis qu'aux règles de la mode. Saison après saison, il se transforme, faisant fi des frontières nationales et des limites du littoral. Tout le monde porte la tenue des matelots, les fils de bonne famille à Lübeck et les jeunes paysannes lettonnes, les enfants du roi d'Angleterre, de l'empereur d'Allemagne, du tsar de Russie. Ils forment en secret une armée enfantine, des réservistes pour les temps à venir. » La narratrice, elle, devient une sorte de marin de bibliothèque, une sorte de matelote de l'archive, par quoi elle rejoint les réservistes pour les temps à venir. Dans son atlas des îles abandonnées, Judith Shalansky se décrit, je cite, « dans le vaisseau de la Bibliothèque nationale de Berlin, derrière les encyclopédies, sur le pont supérieur, sous la terrasse où sont les globes de la taille d'un homme. » Elle est donc à moitié matelote et à moitié atlas. Atlas qui porte le monde sur ses épaules et qui a donné son nom à cette forme de savoir destinée, comme l'écrit Georges Didier Huberman, qui est destinée à recueillir en images la dispersion, mais aussi la secrète cohérence de notre monde tout entier. Didier Huberman écrit ça à propos de l'atlas d'images mnémosines de Warburg. Et le roman de matelot de Judith Shalansky est lui aussi une sorte d'atlas mnémosine, atlas de la mémoire visuelle, dans lequel il est question de la survivance de mémoire visuelle, de la survivance de formules visuelles que Warburg appelait des formules de pathos,
ou encore des conserves d'énergie qui peuvent sommeiller longtemps avant d'être réactivées, parfois dans des directions insoupçonnées. L'idée que le costume de matelot est l'uniforme de l'armée secrète des enfants, des réservistes pour les temps à venir, fait donc des photos de matelot les éléments d'une généalogie de son propre désir de devenir matelot. Il y a 100 ans, le futur a commencé ici, dit-elle dans le roman de Matelot à propos du parc d'attractions au Dreamland sur Coney Island, qui a été détruit dans un incendie en 1911. Donc les photographies de ces années-là n'ont pas seulement une valeur documentaire, historique, ce sont des conserves d'énergie. Les désirs et les rêves encapsulés en elles sont toujours actifs ou activables. L'archive des traces de douleur de l'histoire, comme dit Sebald dans Austerlitz, est aussi une archive des possibles alternatives qui sont demeurées pour la plupart irréalisées. Une archive des possibles qui est diamétralement opposée au livre d'histoire de l'enfance de la narratrice, dont elle dit « Les livres d'histoire avec leurs points aveugles ne doivent pas contenir de blanc, de portes ouvertes, d'espaces vides. Il ne doit rien y avoir à compléter. » Bon, ça c'est Eisenstein qui fait partie aussi de cette généalogie, mais je passe. Et j'arrive à la dernière figure de cette généalogie poétique et photographique de la narratrice qui veut devenir matelote, et c'est l'écrivain Wolfgang Köppen, qui, comme Judith Szalański, est né à Greifswald, et qui est aussi un enfant photographié, comme on voit, avec sa mère, en costume de matelot, et avec lequel la narratrice partage un autre élément biographique, c'est le fait d'avoir été abandonnée par son père. Wolfgang, en effet, est l'enfant illégitime d'un ophtalmologue réputé. Alors que Wolfgang a déjà presque passé l'âge d'être déguisé en matelot, il se voit, écrit Szalański, il se voit grimper à des mâts, hisser des drapeaux multicolores, s'essuyer la sueur du revers de la main, tirer longuement sur des cigarettes et chercher au loin des langues de terre du regard. Donc ce sont des sortes d'images désirs, comme des photographies développées dans la chambre obscure intérieure, qui lui donnent la force de prendre la fuite. Je cite, « Il prend congé de l'école, de l'enfance. Pas la peine d'acheter un nouveau Bleil, ces costumes de matelot pour enfants qu'on trouve en prêt-à-porter au Schuhhagen. Il dit au revoir à sa mère, la fille déshonorée, délaisse la ville natale haïe et part rejoindre en mer les garçons déshonorés. Il s'enrôle, embarque sur la mer Baltique comme garçon de cuisine à bord d'un cargo, passe quelques semaines sur un plancher qui tangue. » Donc la vie de Wolfgang Köppen, telle que l'a décrit Szalański, incarne la ligne de fuite, la sortie hors de l'assignation, de la pétrification, de la fossilisation, de la fixation paralysante sur le seul point douloureux de la disparition du père qui s'envole dans une scène du livre, qui s'envole dans une montgolfière sous les yeux du garçon de 3 ans que sa mère tient dans les bras. Je cite, « Il survole le marché, les têtes des provinciaux, de Marie et Wolfgang, pour qui il disparaît bientôt en un point sombre au loin. » Et c'est ce point sombre, c'est cette tache noire qui le fait tenter une rencontre avec le père des années plus tard à Berlin, en prenant rendez-vous sous un faux nom dans le cabinet du fameux ophtalmologue. Je cite, « Wolfgang lui montre son œil qui tressaute, lui parle d'un éblouissement, d'une tache noire, d'un point noir, dans le texte allemand, Schwarzer-Punkt, du point aveugle. Mais le père ne le reconnaît pas. Lui, qui est pourtant spécialiste du canal lacrymal chez le jeune enfant, reste aveugle à son fils et à la souffrance qu'il lui a causée. L'écrivain qui est devenu Wolfgang fuit le punctum de cette rencontre par les voyages et l'écriture, dans laquelle il ne cesse aussi de différer le point final. Je cite, « Tout est possible. Que se serait-il passé si ?» se demande-t-il, et il remet la conclusion à plus tard. Aussitôt qu'un texte est fini, il veut le réécrire.
Voilà, donc j'arrive à la fin, je voudrais juste rappeler très rapidement le cheminement. Donc j'étais partie en écho au thème de l'exposition, la métamorphose du sens que revêt ce terme chez Elias Canetti. La métamorphose, c'est ce qui s'oppose à la pétrification, à l'assignation, à la fixation sur ce qui est. La métamorphose, c'est la capacité à devenir autre, à se dérober à l'emprise et à l'assignation, et en particulier dans la métamorphose de fuite, à garder sa liberté de mouvement et finalement sa liberté tout court. Or, ce rapport entre métamorphose et pétrification trouve un écho dans le rapport entre littérature et photographie et un enjeu essentiel de ces deux livres, de ces deux œuvres littéraires que j'ai citées et qui mettent en jeu des photographies. L'idée que la photographie pétrifie ses sujets en les assignant à l'aspect d'un instant fortuit qui devient alors comme leur dépouille visuelle est un lieu commun ancien. Et le concept de punctum, élaboré par Barthes dans La Chambre claire, même s'il est essentiellement positif, semble dans un premier temps aller dans ce sens. L'intensité de l'affect produit par une photographie étant assimilée à la blessure par un objet pointu, qui semble réduire la phénoménologie de l'affect, qui est l'enjeu du livre, au seul chagrin, au seul deuil, à la mélancolie, qui chez Canetti est bien du côté de la pétrification, qui fixe le spectateur sur la catastrophe, et plus précisément sur la catastrophe qui a déjà eu lieu, de sorte que le temps et l'espace sont écrasés en un seul point sans extension de la douleur extrême, comme dit Sebald en référence à Barthes. Et c'est un point qui ferme toute issue et qui rend impossible toute métamorphose de fuite. Mais ce motif de la paralysie, de la pétrification, de la fossilisation, qui prolonge la métaphore de l'appareil photographique comme réincarnation technique de la méduse, en l'étendant au spectateur, recèle aussi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, un motif tout autre et même opposé. Barthes lui-même prête au punctum de la photographie une force d'expansion qui crée un champ aveugle et remet en mouvement l'affect. Et chez Judith Shalansky, dont l'usage de la photographie est dans un premier temps vraiment inspiré de celui de Sebald, la photographie n'apparaît plus comme le médium de la fixation traumatique ou de la fixation mélancolique, mais au contraire comme le médium de l'utopie et du désir de liberté. Le temps écrasé en un point est rouvert et la dimension du temps est retrouvée dans les photographies historiques qui sont autant de conserves d'énergie, de capsules de rêve et de désir qui ne demandent qu'à être réactivées, qui ne demandent qu'à être développées au sens photographique et au sens métaphorique aussi. Le rêve et le désir ici, c'est donc de devenir matelote. C'est une métamorphose donc, et plus précisément une métamorphose de fuite puisqu'il s'agit de traverser les frontières, tant les frontières de l'État que celles du genre, de l'assignation au genre. Et Judith Shalansky est donc bien ici une gardienne des métamorphoses, selon le rôle que Canetti avait assigné au poète. Gardienne de la métamorphose par le moyen de la photographie et bien sûr de la littérature. Je vous remercie.